L'Europe s'interroge sur la voie à suivre face aux tensions géopolitiques. Mais ce sont les citoyens français qui ont pris la rue ce week-end pour faire entendre leur voix. Samedi dernier, des milliers de personnes mobilisées par le mouvement Les Patriotes ont défilé dans le cadre d'une grande marche pour la paix. Au cœur de leur message, le rejet de ce qu'ils appellent la rhétorique va-t-en-guerre franco-européenne. Ils lancent un appel pressant au président français Emmanuel Macron, l'exhortant à privilégier la diplomatie et à éviter d'entraîner la France plus profondément dans un conflit. Alors, cette mobilisation reflète-t-elle une fracture grandissante entre l'exécutif français et l'opinion publique sur la question de la guerre en Ukraine? La France et l'Europe s'engagent-elles sur une voie sans retour? Et surtout, le président français Emmanuel Macron entendra-t-il cet appel pressant à la désescalade lancé par ses propres citoyens, ou du moins concitoyens? Nous aurons l'occasion, bien évidemment, d'apporter quelques éléments de réponse à ces questions dans quelques instants. Et puis la thématique principale de cette émission, je point sur l'actualité. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, vient de jouer une partition critique pour sa survie. Réunis à Abuja ce 14 décembre, les chefs d'État avaient deux dossiers brûlants sur la table. La tentative de coup d'État manquée au Bénin et le coup d'État réussi en Guinée-Bissau. Deux secousses politiques qui rappellent une chose: l'instabilité est une menace existentielle pour l'organisation régionale. Face à la vague de coups d'État, aux menaces terroristes et au départ de trois États clés, la CEDEAO a choisi la fermeté. Aujourd'hui, nous décryptons cette double stratégie annoncée par Abuja. D'un côté, un renforcement militaire spectaculaire avec le financement et le déploiement d'une brigade antiterroriste de 1650 hommes d'ici la fin de l'année 2026. De l'autre, une pression politique maximale. Sanctions contre la Guinée-Bissau, envoi de troupes supplémentaires au Bénin, tout en gardant le cap sur l'adoption de la monnaie unique d'ici 2027. La CEDEAO peut-elle vraiment muscler son dispositif sécuritaire tout en maintenant la pression politique? Cette nouvelle posture met-elle un terme à l'ambiguïté pour une organisation qui joue bien plus que son autorité? Elle joue sa survie. Mesdames, Messieurs, voilà les principales articulations de cette émission du Point sur l'actualité. Bonsoir à tous et bienvenue. Bienvenue à tous et à tous. Vous êtes sur votre média panafricain et c'est votre quotidienne d'information qui démarre à l'instant, le PA, le Point sur l'actualité, édition du 15 décembre 2025. Merci à vous de nous rejoindre une fois de plus sur votre média panafricain. Deux thématiques ce soir, dont la principale tournera donc autour de ce sommet ordinaire des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce sommet ordinaire tenu donc hier du côté d'Abuja au Nigeria a posé les bases d'une nouvelle réorientation politique impulsée notamment par les dirigeants de la sous-région ouest africaine face à la recrudescence de coups d'État militaires, à la menace terroriste et au départ de trois États clés. L'organisation a senti le besoin de se réinventer. Alors cette réinvention passe-t-elle nécessairement par ce sommet au regard bien sûr des résolutions qui ont été prises? Nous reviendrons sur certains aspects de façon spécifique. Les résolutions qui ont été faites, le communiqué final a été publié, un communiqué final a été publié à cet effet, long de plus de 56 résolutions étalées sur 12 pages. Nous aurons l'occasion de parcourir certaines résolutions tout au long de cette émission du Point sur l'actualité. Et nous reviendrons bien évidemment sur cette mobilisation de masse ce week-end dernier du côté de la France. Ils sont de plus en plus nombreux à interpeller le président français en particulier et l'Europe en général en leur disant non, nous ne voulons pas de guerre. La France ne doit plus s'impliquer dans ce conflit du côté de l'Ukraine. Emmanuel Macron est donc mis sur le banc des accusés, accusé bien sûr par ses propres concitoyens de torpiller toute initiative de paix initiée jusqu'ici par Washington et Moscou. Pour en parler, ils seront deux ce soir. Nous envoyons tout d'abord l'antenne du côté de Niamey. Retrouvez celui qui est le plus éloigné de nous géographiquement. Habib Boubacar Touré, vous êtes avec nous ce soir. Bonsoir Habib et bienvenue. Bonsoir Baudelaire Nguéné, bonsoir aux téléspectateurs et téléauditeurs de la chaîne panafricaine.
Je salue mes copanélistes, ou du moins mon copanéliste que vous allez présenter après moi. Je ne dérogerai pas également à passer une salutation aux techniciens de Forum Média. Merci une fois de plus pour l'invitation. Merci à vous. Habib Boubacar Touré, je rappelle que vous êtes analyste politique. Avec vous, nous reviendrons bien évidemment sur le sommet crucial de la CEDEAO, ce sommet ordinaire tenu donc hier du côté d'Abuja. La CEDEAO, ou du moins ce sommet ordinaire, a-t-il été celui du sursaut ou celui qui acte la chute d'une organisation en perte de vitesse et dont la crédibilité est plus que jamais remise en cause? Patient Parfait d'Homme, vous êtes également avec nous sur le plateau. Bonsoir à vous, doyen. Bonsoir, Baudelaire, le prince de ma tombe. Bonsoir à mon ami et jeune frère Habib Boubacar Touré, que j'aime appeler le jeune loup dans très langue. C'est l'avenir du panafricanisme en action. Un jeune dont les analyses sculptent souvent les savoirs et les hésitations de certains de nos compatriotes par sa clarté, par sa clairvoyance, mais surtout par son pragmatisme. C'est toujours pour moi de moments agréables de passer à discuter avec lui sur l'ensemble de thématiques que vous mettez souvent à notre disposition sur vos plateaux. À nos techniciens, chapeau, merci pour les efforts sans cesse renouvelés pour nous donner la possibilité d'avoir ces qualités d'écoute, ces belles images, mais surtout l'extension en continu de la possibilité pour les téléspectateurs et téléauditeurs de ce grand média qu'est Forum Média Africa de pouvoir capter, n'est-ce pas, nos émissions partout en Afrique et dans le monde. Chapeau à eux et merci pour votre sens de responsabilité. À toute la grande galaxie panafricaine, à tous nos amis à travers le monde, à notre voisine diaspora, ne vous oublions pas. Merci pour les efforts que vous faites pour continuer à maintenir certains peuples africains la tête hors de l'eau parce que les temps sont durs, c'est extrêmement difficile, même à des endroits qui étaient encore hier considérés comme des havres de paix. La pression sociale, la pression économique, les questions de survie au quotidien sont vraiment terribles et Dieu seul sait que souvent le coup de pouce de la diaspora a aidé certaines familles à pouvoir survivre, c'est le moins qu'on puisse dire, et pour cela nous leur disons merci. Nous disons merci aussi, sort par là par certains opérateurs même locaux et certains hommes politiques locaux aussi, et qui ont décidé d'apporter un peu de sourire en cette fin d'année à certaines populations. Je vous ai dit dernièrement que j'ai parcouru 2 pays par voie terrestre, le Cameroun et le Tchad, en passant par le sud du Tchad. La question de l'accès à l'eau potable est cruciale pour nos populations. Donc, souvent, au lieu d'organiser les grandes fêtes en Occident, je ne dis pas que la socialisation et les stands grégaires doivent disparaître des comportements de nos frères, mais peut-être une petite caisse à côté permettrait d'offrir un point d'eau potable à des villages où l'eau est devenue, je vous assure, une manne plus importante que l'oxygène même par moment. Donc, continuez dans cet effort en fournissant des points d'eau, n'est-ce pas, des forages d'eau potable à ces populations qui sont dans une situation de détresse hors norme, où on a encore des points, que ce soit dans la partie septentrionale du Cameroun ou même dans certaines régions du Tchad, où les gens sont obligés d'aller boire dans les mêmes points d'eau, dans les mêmes espaces que leurs propres animaux domestiques. C'est quand même en plein 21e siècle une véritable honte pour l'Afrique. Si j'ai parlé du Cameroun, du Tchad, on peut étendre cette vision et cette réalité dans tout le Sahel et dans beaucoup de pays d'Afrique. Donc, à cette diaspora-là, merci. Merci pour votre sens d'altruisme, de magnanimité, mais surtout de solidarité envers vos frères. Continuez dans ce sens. Et je pense que c'est la raison même du panafricanisme agissant. Merci à vous, Patient Parfait. Donc, samedi dernier, de milliers de personnes réunies et mobilisées par le mouvement Les Patriotes ont défilé dans le cadre d'une grande marche pour la paix. Les manifestants ont lancé un appel pressant au président français Emmanuel Macron, l'exhortant à privilégier la voie du dialogue afin d'éviter d'entraîner toute la France, voire l'Europe de façon générale, plus profondément dans un conflit, celui du côté de l'Ukraine. Nous faisons le point avec, bien sûr, nos correspondants avant de retrouver nos invités.
Macron, on ne mourra pas pour l'Ukraine. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. On scandait des milliers de personnes ce samedi après-midi dans les rues de Paris. Les patriotes ont en effet appelé à une grande marche nationale au moment où les Européens sabotent les efforts de paix de Donald Trump, le président américain. C'est en tout cas en substance ce que l'on peut retenir des propos du président du parti, Florian Philippot. Est-ce qu'on est à un moment de bascule il y a des gens qui poussent vers la paix, l'administration de Trump pousse vers la paix, il y a des gens qui veulent dialoguer, et puis on voit autour de Macron, l'Union européenne, cette volonté permanente de saboter la paix, de l'empêcher, et il faut que le peuple français prenne son destin en main et dise voilà, nous on en a marre de cette guerre qui nous ruine, qui tue des gens pour rien, et on peut trouver une solution, mais il faut y mettre de la bonne volonté. Le cortège est parti de la place de Barcelone en direction de la place Pierre-Laroque. Pour les manifestants présents ici, il y a urgence à agir, à retrouver la raison pour éviter le pire. Beaucoup sont très en colère contre Emmanuel Macron, qu'ils accusent de promouvoir la guerre. En 2025, prévoir une guerre pour un peuple, ça me paraît complètement hallucinant. D'être gouverné par un menteur, un manipulateur, et j'en passe des meilleurs, c'est hallucinant. Il s'accroche à son trône comme une moule sur un rocher. On en a marre. Et moi, je veux pas que les enfants, les jeunes partent en guerre. C'est pas notre guerre, c'est pas notre histoire. Macron est un complice de l'oligarchie mondiale, des multinationalistes, et je ne lui parle pas. Il faut qu'il soit destitué. Il ne démissionnera jamais. Il n'a aucune affection pour le peuple. Il est au service des autres. Moi, je ne lui parle pas. Il faut qu'il soit destitué. Il faut qu'il soit puni. Il est coupable de haute trahison, comme tant de politiques en France et dans le monde. Je me dis, mais les Français ne se rendent pas compte à quel point c'est grave ce qui est en train de se passer, et il faut vraiment arrêter ça au plus vite. Avec la personne qui est au pouvoir, bien sûr. De toute façon, il veut la guerre pour pouvoir rester au pouvoir, tout simplement. Voilà, l'article 16. C'est tout ce qu'il veut. Il veut ça. Il s'en fout de l'Ukraine, il s'en fout de la France, il s'en fout de tout. Lui, ce qu'il veut, c'est rester au pouvoir. C'est tout. Il veut, en 2027, pouvoir rester au pouvoir. Comme son ami Zelensky, quoi. Et ces gens-là, ils profitent de la guerre pour rester au pouvoir, tout simplement. À quelle heure il aime la France? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il fait qui prouve qu'il aime la France? Il a détruit la France depuis qu'il est là. On devient un pays sous-développé. On devient pauvre. Les gens, ils n'ont plus rien à manger. Pendant ce temps-là, ils s'éclatent. Ils dépensent l'argent des Français à tout va. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si on ne fait rien, bien sûr qu'il va y avoir une guerre. Parce que les Russes, ils sont patients, ils sont patients, ils sont patients. Parce que quoi qu'on en dise, Poutine, il est quand même patient comme monsieur. Je dis, je lui donne pas raison, je suis pas pour lui, mais moi je trouve que c'est un monsieur quand même assez patient, Poutine. Il y a d'autres pays qui auraient déjà... Et c'est ce qu'ils cherchent, Ils cherchent la guerre. Ils cherchent la guerre pour rester au pouvoir, c'est tout. C'est la seule solution pour lui. C'est la seule solution. Parce qu'il a peur de l'après. Avec tout ce qu'il a fait, cet homme-là, il a peur d'être jugé. Les manifestants qui appellent plus largement l'ensemble des Français à se manifester pour dire non à la guerre, ils le disent, ils continueront à manifester tant qu'il le faudra. Alors, Habib Boubacar Touré, il y a urgence à agir et à retrouver la raison afin d'éviter le pire. C'est le constat qu'il faut donc dresser de cette manifestation, mais surtout de cette mobilisation du côté de la France contre cette rhétorique va-t-en-guerre franco-européenne au moment où les pourparlers de paix en Ukraine se poursuivent. On parle d'une rencontre cruciale qui s'est ouverte hier du côté de Berlin entre les délégations ukrainiennes et américaines. Le président Volodymyr Zelensky est sur place. Une délégation américaine a également été dépêchée du côté de l'Allemagne. Alors, quand le peuple français se lève de cette façon et se mobilise, estimant que ce n'est pas sa guerre et que l'Europe n'est en rien concernée, qu'est-ce que cela renvoie comme message alors que ce même président Emmanuel Macron est sur le banc des accusés, accusé justement de torpiller toute initiative de paix prise à cet effet? Habib Boubacar Touré. Baudelaire, il faut noter quand même qu'au-delà même de cette question sur le plan international, Emmanuel Macron est un dirigeant en perte de popularité, dont l'échec a déjà été constaté par le peuple français.
à travers toutes les manifestations que nous avons observées depuis plusieurs années aujourd'hui, des gilets jaunes jusqu'à l'instabilité gouvernementale auquel nous assistons depuis plusieurs mois aujourd'hui. Donc sur ce point, on est d'accord. Et la deuxième chose, il faut aussi souligner que ceux qui sont sortis pour matérialiser leur désaccord vis-à-vis de cette posture guerrière que Emmanuel Macron adopte, mais qu'il ne peut pas en réalité assumer, sont des souverainistes français qui se revendiquent être des patriotes. J'ai beaucoup de choses à dire sur leur posture idéologique politique, mais sur ce plan, je pense qu'il est important de souligner leur attachement à la souveraineté des États, notamment à la souveraineté de la Russie à se défendre vis-à-vis de cette agression organisée par l'Europe et son allié américain. De quoi s'agit-il exactement? Cette opération spéciale russe en Ukraine a été une réponse à cette agression sournoise qui était mise en place depuis plusieurs années par l'OTAN afin d'affaiblir et même d'anéantir la Russie. Et c'est cela qui a amené, il y a un des manifestants qui a parlé du caractère de patient de Poutine. Moi, je dirais même beaucoup plus que Poutine, heureusement, est un grand stratège et a perçu en réalité le piège. Au lendemain du démarrage de cette opération spéciale, le principal argument avancé par toutes les chancelleries européennes et otaniennes a été qu'il fallait apporter un soutien à l'Ukraine pour pouvoir affaiblir et anéantir la Russie. C'était l'occasion en or trouvée, parce que pensant que la Russie allait se jeter dans cette opération spéciale de façon complètement aveugle, commettre des erreurs qui allaient amener à un embrasement de toute la région et même du monde entier. Et malheureusement pour eux, ils se sont rendus compte que c'est une opération complètement maîtrisée et qui répond à une logique stratégique adoptée par le commandement russe à la tête duquel se trouve Poutine. Et à la fin, à travers cette guerre d'usure, ils se sont rendus compte que d'abord, ils se sont privés d'une source d'énergie à bon marché et disponible pour eux, pour aller se ravitailler à des endroits beaucoup plus lointains à des prix exorbitants qui font exploser le déficit budgétaire de pratiquement tous les États européens. Et au lendemain de cela, on a vu rapidement certains d'entre eux commencer à lâcher de prise et aller négocier rapidement avec la Russie pour disposer du gaz nécessaire pour se chauffer. C'est dans ce contexte-là qu'il y a eu le changement aux États-Unis, où Donald Trump arrive avec son ambition de American First, avec son ambition de préserver d'abord les intérêts américains et de ne pas servir de cheval de Troie pour servir un agenda extérieur. Et c'est cela, certainement, qui a mis un frein à l'ambition d'Emmanuel Macron qui est en perte de vitesse sur le plan interne pour pouvoir surfer sur cette posture à l'international. Et on a observé à travers toutes les sorties multilatérales concernant ce sujet, ô combien Donald Trump ne s'est jamais gêné à rabaisser Emmanuel Macron au niveau de sa posture. Parce qu'il n'est pas l'incarnation de cette France toute puissante qu'il espère être ou qu'il veut transmettre à travers ses sorties et ses prises de position sur le plan international. Et je pense que c'est cela qui est en train d'être mis en nu. Et au plus le temps passe, plus le peuple français, qui ne s'intéressait pas au départ à toute cette situation, mais qui ressent les conséquences de cette situation dans sa vie de tous les jours, à travers les déficits budgétaires, à travers les coupes budgétaires sur le plan social et une énergie de plus en plus chère et finalement est en train d'apporter une réponse à travers ce type de manifestation pour exprimer à visage découvert et surtout assumer sa réprobation vis-à-vis de cette ambition d'Emmanuel Macron et de ses semblables d'aller dans une escalade qui, au finish, aura pour conséquence d'atteindre la vie des citoyens, parce que ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Les premières victimes vont être les citoyens européens. Et je pense que c'est cette prise de conscience
qui est en train de grandir dans la tête et dans l'esprit des Européens, et c'est cela qui peut justifier des manifestations de ce type auxquelles nous assistons aujourd'hui, et c'est par là que je suis. Merci Habib. Alors, Patient Parfum d'Homme, ces mobilisations, ou du moins cette mobilisation couplée à toutes les autres qui ont eu lieu jusqu'ici en France, reflète-t-elle la fracture grandissante entre l'exécutif français et l'opinion publique, notamment sur la question ukrainienne? Bon, cette fracture-là, comme vous le dites si bien, ne date pas d'aujourd'hui. Habib a dit des choses extrêmement importantes concernant ce qui se passe actuellement en Europe. Et nous avons l'impression que les forces qui ont amené des individus comme M. Macron au pouvoir, ou bien M. Keir Starmer, des gens comme ça, ou bien l'actuel chancelier allemand, ces forces-là, voilà, ces forces-là ont investi beaucoup d'argent, ont eu à corrompre beaucoup de médias, ont eu à miser justement sur la fin d'une guerre en Ukraine qui leur serait plus ou moins favorable, pour qu'il y ait une espèce de retour sur investissement. Parce que quand on vous montre la carte minière de l'Ukraine aujourd'hui, avec les minerais hautement stratégiques dont disposerait l'Ukraine, et qu'on vous montre la cartographie de la région, ou bien des régions qui sont actuellement sous le contrôle russe, c'est-à-dire le Donbass en général, mais aussi les oblasts de Zaporijie, pratiquement de Kherson et d'autres, on se rend compte que vous avez au minimum 40 à 60% de ces minerais stratégiques qui se trouvent dans ces espaces-là. Or, si la guerre prend fin aujourd'hui et que les acquis territoriaux issus de cette confrontation militaire reviennent à la Russie, c'est-à-dire que ça va être comme un investissement en perte pour ces faucons qui tapent dans l'homme, dont la vie des Ukrainiens ne les intéresse pas du tout. Sans compter la vie de tous ces mercenaires venus souvent d'Amérique latine qui combattent aux côtés des forces ukrainiennes. Ce qui est important, c'est qu'ils puissent faire même base sur le magot, n'est-ce pas, de ce sous-sol ukrainien qui est lucratif à un très haut niveau. C'est tout aussi basique que cela. C'est ça qui pourrait expliquer cette rhétorique va en guerre. Mais bien sûr. Parce que sinon, qu'est-ce qui peut empêcher des gens qui se disent des dirigeants de l'Occident, précurseurs des droits de l'homme, protecteurs de l'humanité, de ne pas accepter les portes ouvertes, les passerelles de dialogue, non, qui sont de plus en plus avancées, et par M. Trump qui se rend bien compte qu'à force de pousser dans cette guerre-là, elle peut déboucher plus tard vers des espaces territoriaux encore plus grands en la possession de la Russie. Donc, lui qui aime bien parler des cartes, il n'aura donc plus assez de cartes en main en cas de négociation pour pouvoir contraindre la Russie à lâcher du lest. Donc, je pense sûrement que c'est une confrontation entre l'État profond américain et lui-même. Et ces supplétifs occidentaux qui ne comprennent pas grand-chose, ou bien en fait, qui ont été mis là pour agir dans ce sens-là, continuer cette rhétorique guerrière et continuer à provoquer la Russie, à dire que maintenant, au niveau de leurs pays respectifs, on va commencer à mobiliser la jeunesse pour la formation militaire dans le cadre de la préparation d'une guerre qui, selon eux, sera inévitable entre la Russie et l'Europe. Donc, que faut-il attendre de ces manifestations, Patient Parfum d'Homme? C'est quoi l'objectif aujourd'hui? Juste interpeller et plus rien après? Ou alors y a-t-il d'autres objectifs derrière? Interpeller et faire prendre conscience quand même à l'opinion, ou bien aux opinions à la fois françaises et européennes. Parce que ces opinions aussi, il faut l'avouer, sont souvent très malléables. Donc il faut faire prendre conscience à ces opinions en disant de faire attention. Ce sont les mêmes mécanismes qui ont été déployés et qui ont abouti et à la Première et à la Seconde Guerre mondiale. Je conviens souvent aux gens d'aller relire l'histoire et voir ce que l'atmosphère qui a précédé avant les deux grandes guerres. Et on va voir qu'il y avait toujours des acteurs de type Macron, de type Merz, etc., qui étaient dans cette construction, dans cette mécanique, n'est-ce pas, d'abord faire peur, créer une atmosphère complètement de délire permanent au niveau des opinions et pousser ces opinions progressivement vers l'acceptation de
cette guerre-là, avec les conséquences que nous connaissons. Heureusement pour l'histoire, ou bien malheureusement pour nous, eux, ceux qui poussent à la guerre, la plupart du temps, ils n'en subissent pas les conséquences. Donc, je pense que Florent Philippot, comme disait d'ailleurs Boubacar tout à l'heure, il a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, mais au moins en tant que patriote français, jouer à ce jeu de tirer la sonnette d'alarme, de sonner le tocsin pour dire attention, attention, voilà vers où on veut nous mener, est quelque chose de très important. Mais je ne pense pas que les forces, n'est-ce pas, réactionnaires au niveau de l'impérialisme occidental vont reculer. Au contraire, ils vont continuer à pousser, quitte à, même si on n'obtient pas totalement une guerre, mais à donner l'impression qu'ils sont prêts, si la Russie n'accepte pas certaines concessions, à créer une situation qui va embraser complètement toute la planète. Alors, Habib Boubacar Touré, la France et l'Europe s'engagent-elles aujourd'hui sur une voie de non-retour, ou tout simplement quelles sont les chances que cet appel pressant à la désescalade soit entendu, aussi bien par le président français que par ses autres homologues européens? Si vous estimez qu'il y a encore des possibilités que Emmanuel Macron et tous les autres va-t-en-guerre entendent une quelconque rhétorique ou un appel à un abaissement de la température, je pense que vous n'avez pas bien suivi le développement du doyen tout à l'heure sur le plateau. Parce qu'en réalité, ces gens-là sont conduits par des forces qui les poussent à cela. Ils n'ont pas d'autre choix que d'aller dans cette posture va-t-en-guerre. C'est là où c'est important qu'il puisse y avoir des acteurs, comme ceux qu'on est en train d'observer, qui puissent conscientiser et appeler à la raison les peuples afin de mettre en place un dispositif de pression sociale et même politique pour empêcher à ce que l'irréparable puisse y arriver. Parce que certainement, qui a conduit aussi la posture aujourd'hui de Donald Trump, c'est parce qu'à un moment donné, quand les Biden étaient complètement en va-t-en-guerre, estimant que si on détruit Nord Stream 2, si on coupe toutes les autres vannes de ravitaillement à travers le corridor ukrainien, qu'est-ce qui va se passer? Nous, on va pouvoir vendre notre gaz de schiste à partir de nos plateformes de liquéfaction. Et c'est cela qui a conduit la principale raison pour que les Américains puissent continuer à travers l'administration Biden. Mais Trump, qui est beaucoup plus rompu aux relations économiques et qui est un homme d'affaires, s'est rendu compte que pendant qu'ils sont en train de faire cela, certes, ils engrangeaient, ils permettaient à une certaine tranche de l'industrie américaine de fonctionner, mais de l'autre côté, on permet à la Chine de disposer des ressources énergétiques à bon marché et disponibles, accessibles, afin d'amplifier, son économie et de beaucoup plus encore concurrencer les États-Unis sur ce plan, quand on sait que la quasi-totalité aujourd'hui des composants dont ont besoin les industries, que ce soit des États-Unis ou de l'Europe, ils sont obligés de se ravitailler à partir de la Chine. Et je pense que c'est cet éveil de conscience économique qui pousse Trump à courir dans tous les sens pour chercher à utiliser les différents canaux qui existent encore, sur lesquels il est capable de discuter avec la Russie pour qu'enfin, qu'on puisse mettre un terme à ce danger économique que lui perçoit et que ceux qui poussent les Emmanuel Macron et consorts ne se rendent pas compte que même la reconstruction et la prise en compte de toutes les richesses que peut disposer l'Ukraine aujourd'hui est en train d'être mis en péril parce que la Russie avance de façon extraordinaire et que ce n'est pas évident que ces terres-là qu'on estime et ces richesses qu'on estime qu'on va s'en accaparer après-guerre, que ça puisse se passer. Et je pense que c'est ça le contexte dans lequel, et c'est pourquoi c'est extrêmement important que les consciences des peuples qui sont occupés à autre chose, malheureusement, les peuples européens ont cette caractéristique d'avoir une capacité de compréhension politique très faible parce que d'abord, les dirigeants jouent sur le fait qu'ils ne s'intéressent pas à partir des élections, on élit quelqu'un, on va s'occuper de nos affaires au quotidien et on attend 5 ans pour revenir voir est-ce que mes conditions de vie sont satisfaites ou pas pour pouvoir changer de vote. C'est cela la réalité. Je pense que c'est cela qu'a compris les acteurs minoritaires, certes, aujourd'hui, mais qui portent quand même un message extrêmement fort,
qui peut résonner dans l'esprit et la conscience des Européens parce qu'ils l'entendent et le ressentent dans leur vie de tous les jours. Et je pense que c'est ça qui va au finish faire la différence et amener les acteurs comme Emmanuel Macron et le secrétaire général de l'OTAN à revenir à la raison et à abandonner cette posture qui ne peut pas être une posture tenable sur le long terme. Ils n'ont ni les moyens ni les capacités pour aller en guerre contre la Russie aujourd'hui. Ce n'est que du bluff. Et je pense que les acteurs politiques comme Florent Philippot sont en train de percevoir cela et essayent de se positionner sur le plan de la politique intérieure aussi pour surfer sur cela et se faire une place sur l'échiquier politique national. Alors, le constat, il est là. Vous le dressez à Habib Boubacar Touré. Ils n'ont ni les moyens ni les capacités d'aller en guerre, c'est-à-dire d'aller dans une confrontation directe avec la Fédération de Russie. Mais on a l'impression, patient parfum d'homme, que leur capacité de nuisance se fait davantage ressentir sur ces pourparlers de paix. Ils sont nombreux qui estiment aujourd'hui qu'on ne peut pas parler de paix en Ukraine sans les Européens. Et pour l'instant, les pourparlers piétinent. Ah oui, parce que pour les Occidentaux, l'Ukraine est considérée comme la continuité de l'espace européen. Oui. Et qu'il serait anormal qu'une discussion portant sur une paix probable sur le sol européen se fasse sans leur... Voilà. Mais ça aussi, c'est un jeu géopolitique. C'est-à-dire que ce sont des affrontements géopolitiques pour ne pas laisser l'espace aux États-Unis de continuer cette domination outrancière dans leur propre espace, disent-ils. Malheureusement, ils n'ont pas les moyens de leur politique. C'est assez nouveau que ça cloche. Parce que, vous savez, vous ne pouvez pas être pendant très longtemps, pendant des décennies, avoir complètement sous-traité votre sécurité, votre croissance économique et un certain nombre, et même votre propre culture à un pays tiers comme les États-Unis et penser que le jour au lendemain, parce que vous n'êtes pas content de la manière dont les choses sont en train d'évoluer au niveau d'un théâtre d'opération, de la résolution de ce conflit comme le conflit ukrainien, et penser qu'un retour en arrière et une redéfinition des enjeux en votre faveur se fera très très facilement. Ce n'est pas possible. Sur le plan économique, sans les États-Unis, l'Europe c'est fini. C'est quoi? C'est un vassal des États-Unis. Et Trump ne manque pas de temps en temps de leur faire comprendre, même avec de manière ironique, comme il sait bien le faire. Maintenant, sur le plan purement économique, après avoir perdu par exemple l'AES, la France ne le dit pas assez, mais elle a en difficulté. C'est pour ça que fait de tout bois pour ne pas perdre ce qui peut rester encore comme concession au niveau du territoire africain. Mais après avoir perdu l'AES, la France, je peux prendre le cas de l'uranium, on nous a vanté, non, on peut s'approvisionner au Canada, on peut le faire au Kazakhstan, mais à quel prix? À quel prix? Donc, nous sommes maintenant dans l'industrie du XXIe siècle qui demande l'accès à des approvisionnements dans des espaces de ces minerais hautement stratégiques, mais qui soient plus ou moins concurrentiels. Mais vous n'avez pas de terres rares, vous n'avez pas de lithium, vous n'avez pas de cobalt, vous n'avez pas de cuivre. Et vous vous rendez compte que même si vous avez perdu une bonne partie de votre espace d'influence au niveau du continent africain, en tentant de pousser à votre avantage la résolution d'un conflit au niveau de l'Ukraine, vous serez en capacité de négocier l'accès à ces minerais stratégiques à votre avantage. Mais tel que c'est en train de se passer là, où les États-Unis sont en train de leur dire, les gars, nous avons perdu cette guerre en réalité. Essayons au moins de nous aménager une porte de sortie qui soit moins humiliante pour nous. Mais non, les faucons et les va-t-en-guerre occidentaux disent qu'ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à casser la baraque, quitte à ce qu'une guerre mondiale se déclenche, mais ils ne vont pas permettre que la Russie sorte la tête haute de cette confrontation. Il faut lui infliger ce qu'ils appellent une défaite stratégique. Mais comment? En tentant de mobiliser, soi-disant, les jeunes occidentaux qui sont beaucoup plus occupés. On parle d'une mobilisation volontaire. Là, c'est volontaire. Laisse tomber volontaire. On sait les moyens qui sont mis souvent en jeu pour que ces jeunes se mobilisent. Alors, pour nos jeunes frères noirs qui sont là-bas, qui sont sans papier, je peux mettre ma main au feu que dans bientôt, vous verrez des initiatives du type, si vous acceptez, vous pouvez voir votre condition être régularisée d'ici quelques temps. Donc, ça a toujours été comme ça. La Légion étrangère, je vous rappelle que c'est une armée de mercenaires, n'est-ce pas, expatriés au service de la France. Donc il faut faire attention. Donc, et Macron
a un bilan politique catastrophique au niveau de la France. Le seul moyen pour lui de tenter de montrer qu'il existe, c'est, n'est-ce pas, de se pavaner, de se donner un spectacle dans des espaces qui sont très critiques et qui démontrent chaque jour qui passe que la Russie, par cette stratégie d'attrition, est en train d'étouffer complètement toutes les volontés européennes de tenter de faire quoi que ce soit au niveau de l'Ukraine. Or, les stratèges américains le voient très bien. Pour l'instant, nous sommes encore au niveau de Donbass, mais si cette guerre n'est pas arrêtée tout de suite, même jusqu'Odessa sera pris aujourd'hui. Or, si Odessa est pris, c'est fini complètement pour l'Ukraine et sera complètement étouffé et il n'y aura plus de possibilité d'accès maritime pour l'Ukraine, donc une possibilité de renflouer, de ravitailler ce qui va rester de l'Ukraine, n'est-ce pas, pour pouvoir continuer au moins à entretenir l'illusion d'une quelconque résistance. Donc, moi, je perçois l'entêtement de Macron comme une volonté des lobbies du complexe militaro-industriel occidental, du complexe pharmaceutique occidental, de tous ces lobbies financiers. Vous connaissez le débat qu'il y a sur les avoirs russes. Gelés indéfiniment ce week-end par... où le Premier ministre, je crois, ou bien belge a crié au scandale. Oui. Il n'est pas le seul. Hein. Vous êtes en train de vous amuser avec quelque chose qui va me rebondir à la gueule. Voilà. Et Slovaque également. Donc, il y a tout ça. Mais les gens qui ont permis aux gens comme le Macron, les Merckx et le Britannique d'arriver au pouvoir, parce que c'est des lobbies bien connus, eux, ils ont investi, ils attendent un retour sur l'investissement, quitte à créer une situation qui va créer encore des millions et des millions de morts. Ils s'en foutent perpétuellement. Ils l'ont fait pendant la Première Guerre mondiale, ils l'ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, et il y a un adage français qui dit « il n'y a jamais 203 ». C'est pour cela qu'il faut que au niveau du continent africain, nous restions très, très, très prudents. Comment la situation va-t-elle évoluer dans le registre diplomatique? Il faut le relever actuellement. Une réunion stratégique se tient du côté de Berlin entre les délégations ukrainiennes et américaines. Ces échanges vont-ils aboutir sur des avancées significatives sur le plan de paix formulé il y a quelques semaines par le président américain Donald Trump, ce fameux plan de paix en 28 points. Nous suivons de très près l'évolution de la situation de ce côté et nous serons là lorsque les décisions seront tombées. On rappelle que les échanges se tiennent également en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Pour l'instant, nous allons avancer et parler de ce sommet ordinaire de la CEDEAO, réunissant bien sûr les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui s'est tenu ce 14 décembre 2025. C'était du côté d'Abuja, au Nigeria. Deux dossiers chauds sur la table donc des dirigeants ouest-africains, le coup d'État manqué au Bénin et celui réussi du côté de la Guinée-Bissau. Que faut-il retenir d'emblée de ce sommet? Voici donc résumé dans cet élément quelques résolutions fortes prises à l'issue de cette rencontre de ce 14 décembre 2025. Les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont franchi une étape décisive lors de leur récent sommet ordinaire à Abuja. L'organisation régionale a annoncé des mesures concrètes pour renforcer sa sécurité collective et pour stabiliser la situation politique agitée au Bénin et en Guinée-Bissau. La principale annonce concerne la mise en place imminente des forces de déploiement rapide. Le président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, le Sierra-Léonais Julius Maada Bio a précisé les contours de cet engagement sécuritaire. Selon lui, les ministres des Finances et de la Défense travaillent actuellement sur les modalités d'un financement durable de cette initiative. L'objectif est ambitieux: lancer une brigade antiterroriste forte de 1650 hommes d'ici la fin de l'année 2026. Le président Julius Maada Bio souligne la nécessité de consolider l'institution régionale, affirmant qu'une grande intégration ne pourra se réaliser qu'en combattant frontalement le terrorisme et l'extrémisme violent. Au-delà de la sécurité, le sommet a permis d'évoquer l'un des projets économiques phares de la région, le lancement d'une monnaie unique. Cet objectif est maintenu avec une date de lancement prévisionnelle désormais fixée vers 2027. La situation politique de la Guinée-Bissau et du Bénin a largement dominé les échanges.
L'organisation a adopté une position de fermeté, rejetant le programme de transition proposé par les nouveaux dirigeants bissau-guinéens. La CEDEAO a même menacé d'imposer des sanctions ciblées au pays suite au récent coup d'État. Ce type de mesure est souvent utilisé pour faire pression sur les dirigeants non constitutionnels. Au Bénin, l'organisation a condamné le coup d'État avorté. En réponse à cette initiative, une force d'intervention multinationale a été déployée. Le Nigeria a envoyé des avions de chasse et des troupes, rejointes par des soldats de Côte d'Ivoire. Je condamne fermement le changement inconstitutionnel de gouvernement en Guinée-Bissau et la tentative de subvertir l'ordre constitutionnel au Bénin. Je salue la mobilisation rapide des troupes et des moyens aériens. Le Nigeria prenant la tête pour préserver l'ordre constitutionnel au Bénin, la sécurité n'est pas seulement une obligation militaire. C'est un impératif humain, essentiel pour protéger les familles, les moyens de subsistance et la dignité de nos citoyens. La CEDEAO a également indiqué que des renforts militaires sont attendus prochainement, notamment du Ghana et de la Sierra Leone. Le sommet d'Abuja confirme donc la volonté de la CEDEAO de jouer un rôle plus actif et plus musclé, tant sur le plan de la sécurité régionale face à la menace terroriste que dans la défense de l'ordre constitutionnel et démocratique de ses membres. Alors, revenons sur certains points précis de ce communiqué final. Je vous l'ai dit, je l'ai sous les yeux, un document de 12 pages contenant 56 résolutions. Je vais m'attarder premièrement sur deux d'entre elles. Tout d'abord la résolution 35 qui concerne le Bénin. La conférence condamne sans réserve la tentative de coup d'État qui a mis en péril l'ordre constitutionnel dans le pays. Elle salue la réaction rapide des éléments des forces en attente de la CEDEAO qui ont appuyé les forces républicaines du Bénin pour faire échec à cette tentative. Elle félicite également les États membres de la CEDEAO, en particulier les gouvernements du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et de la Sierra Leone pour leur solidarité régionale. La conférence charge en outre la Commission de proposer des textes pertinents régissant la force en attente de la CEDEAO et mettre en place un cadre consultatif entre les membres de la conférence afin de permettre une intervention rapide en cas d'urgence, notamment lors de situations humanitaires aiguës et de tentatives de coup d'État. Il y a également le point qui concerne la Guinée-Bissau, c'est le point 38. La conférence réitère les décisions prises lors de la session extraordinaire du Conseil de médiation et de sécurité au niveau des chefs d'État et de gouvernement tenue par visio le 27 novembre dernier. Elle note également que les élections organisées le 23 novembre 2025 ont été jugées libres, transparentes et pacifiques par la mission d'observation de la CEDEAO ainsi que par d'autres missions d'observation internationales, notamment celle de l'Union africaine et de la communauté des pays de langue portugaise. La conférence rejette catégoriquement le chronogramme de transition récemment annoncé par les auteurs de ce coup d'État en Guinée-Bissau. 39. À cet égard, la conférence demande, petit a, la libération immédiate de tous les prisonniers politiques et leur participation à tous les processus politiques en Guinée-Bissau. Petit b, la mise en place d'une transition de courte durée dirigée par un gouvernement inclusif reflétant la diversité du paysage politique et la société de Guinée-Bissau chargée d'entreprendre des réformes constitutionnelles, juridiques et politiques et d'organiser des élections crédibles, transparentes ainsi qu'inclusives. Habiba, premier commentaire déjà sur ces deux principaux points de ce communiqué final, les points 38 et 36, ou du moins, et 35, pardon, de ce communiqué final de ce sommet ordinaire des chefs d'État, des dirigeants de la CEDEAO. Quel commentaire faut-il dresser d'entrée à Habib Boubacar Touré 24 heures après ce sommet ordinaire? Baudelaire, quel commentaire? C'est pas difficile d'avoir un commentaire par rapport à ces deux points. J'ai envie de vous dire que, en fait, à 48 heures ou à 72 heures, ou même au lendemain des événements au Bénin, n'importe qui pouvait déjà rédiger ce communiqué. Parce qu'on savait exactement ce que la CEDEAO pouvait produire en ces termes. Je pense que personne ne peut être surpris par ce communiqué et son contenu.
d'autant plus que ça respecte l'identité de la CEDEAO. Ça respecte tout ce qui a caractérisé la CEDEAO jusqu'ici et qui est la raison principale de son rejet par les peuples, notamment sa volonté de faire de la CEDEAO un instrument au service des chefs d'État, d'élucider et d'éluder plutôt le caractère organisation sous-régionale au service des peuples, et que tout ce qui peut concourir à toucher au règne d'un des leurs, ils sont prêts à se mettre en branle et en ordre de bataille pour défendre. Et c'est cela le commentaire principal qu'on peut faire de ce sommet. Mais mieux, moi pour vous dire, la CEDEAO est experte en beaucoup de bruit et très peu de résultats et de contenu. Et c'est cela que nous avons observé. Au lendemain de ce sommet, on nous a annoncé que ça va être un sommet de rupture qui allait complètement ramener la CEDEAO sur le chemin espéré par les peuples. Qu'on allait observer une CEDEAO, notamment la conférence des chefs d'État, qui allait montrer avoir entendu la volonté des peuples et marcher vers la réalisation de cette volonté à travers des décisions énergiques qui allaient servir d'abord l'objectif premier de la création de la CEDEAO, notamment une intégration des peuples de la zone ouest africaine. Mais malheureusement, pour tous ceux qui ont espéré autre chose, déjà dans la forme, à partir du moment où on a observé l'absence de l'aile dure, le noyau dur de la CEDEAO, on a compris que rien de pertinent et rien de concret n'allait sortir parce qu'ils avaient déjà fini d'élaborer et de ficeler le plan et ils savaient exactement qu'il n'y avait aucun enjeu. Mais Habib, vous dites rien de concret, alors que nous avons là un communiqué dans lequel la CEDEAO durcit le ton. On a l'impression aujourd'hui qu'elle essaie tout de même de revoir ses approches vis-à-vis de ces changements de pouvoir de façon anticonstitutionnelle. Le ton est durci du côté de la Guinée-Bissau. Même le programme de transition qui avait été soumis à la CEDEAO a été rejeté. Alors, n'avez-vous pas l'impression qu'on essaie de revoir tout de même, elle essaie de revoir son logiciel, elle qui a été longtemps, ou du moins qui reste tout de même sous le feu des critiques, comme quoi elle brille constamment par ce fameux 2 poids 2 mesures. Là, elle durcit le ton face au coup d'État. Habib. Non, c'est un discours complètement, comment je vais te dire, démagogique. Il n'y a aucun durcissement là-dedans. Moi, j'observe quand même un renforcement du noyau dur de la CEDEAO afin de consolider les acquis et de renforcer l'opposition. Regardons le communiqué, notamment en ce qui concerne la Guinée-Bissau. Oui. Dans le même point, on nous parle d'une élection qui aurait été libre et transparente, mais on appelle à une transition inclusive qui allait faire en sorte que toutes les couches socio-professionnelles de la Guinée-Bissau représentatives sur le plan politique ou social puissent se retrouver dans un gouvernement d'union nationale afin d'aller vers une refonte des textes qui ont permis une élection libre, transparente et crédible, pour lequel les résultats ont disparu et qu'on est incapable, avec 600 hommes sur le terrain, d'assurer la crédibilité de ces résultats. Mais après, on menace le régime actuel de sanctions, toute chose qui a été la principale raison du désintérêt des peuples. Parce que les peuples se disent que la CEDEAO ne comprend pas leurs besoins. Aujourd'hui, le peuple bissau-guinéen ne s'attend pas à ce qu'on sanctionne ces militaires ou qu'on sanctionne le pays en suspendant, en fermant des frontières, ainsi de suite. Non, ce dont il s'agit, c'est que la CEDEAO devait être aux côtés du peuple et exiger un rétablissement et de la vérité, de la sincérité des jeunes. C'était aussi simple que ça. Alors, mais Habib, le contexte n'est plus favorable au rétablissement de la vérité. On a parlé d'une élection libre, transparente, mais surtout inclusive. La CEDEAO le dit dans son communiqué. Plusieurs missions d'observation ont témoigné sur le terrain que cette élection s'est déroulée dans une transparence totale. Mais vous avez également suivi la sortie de l'organe en charge de la gestion de l'élection
ou du moins des élections du côté de la Guinée-Bissau. Elle a dit, ou du moins les responsables de la CNE ont relevé qu'il leur était impossible de procéder à la publication des résultats de ce scrutin, puisque toutes les données avaient pratiquement disparu. Alors, que demandez-vous, Habib, dans un tel contexte aux dirigeants de la CEDEAO? Je redis encore en Guinée que la CEDEAO avait les moyens de faire en sorte que la situation ne soit pas assez pourrie à ce niveau. Je rappelle que 600 hommes de la CEDEAO sont déjà sur le terrain. La CEDEAO a déployé une mission à long terme, une mission électorale à long terme, une mission à court terme, une mission électorale à court terme également sur le terrain, qui faisait que la CEDEAO disposait de tous les moyens nécessaires pour qu'on n'en arrive pas là. Deuxième chose, à la veille des événements, avant que les résultats ne disparaissent, avant que le saccage et l'enlèvement des différentes autorités ne puissent avoir lieu, la CEDEAO avait encore la marge de manœuvre pour arrêter cela. Mais parce que la CEDEAO, et notamment Mbalo, qui était le larbin en place, avait quand même les coudées franches pour faire ce qu'il veut. On se rappelle que c'est ce même Mbalo qui avait chassé une délégation de la CEDEAO sans que la CEDEAO ne puisse durcir le temps, parce que c'est un membre du clan. C'est cela qu'on dit. Et dans ces contextes, le peuple bissau-guinéen et les autres peuples observent que chaque fois qu'on met dans la balance les intérêts des chefs d'État, ces intérêts-là prennent le dessus à l'autel des intérêts des peuples. Quand vous regardez le point 36, vous avez peut-être oublié de mentionner ce point, où la CEDEAO est rabaissée à un niveau où ils sont en train de menacer Yaya Jammeh, qui est un ancien chef d'État, donc un ancien membre du club, parce qu'aujourd'hui il y a un nouveau membre, le menacer au point où de son exil là-bas, pour l'interpeller. Et c'est aujourd'hui que la CEDEAO se rappelle que de 1994 à 2017, il y a eu des violations des droits de l'homme sur lesquels ils sont capables d'actionner des mécanismes judiciaires afin que cette personnalité-là en exil puisse permettre à leur actuel membre du clan de continuer à gouverner à sa guise. Tout simplement parce que ce dernier aurait fait un message vocal qui circule dans l'opinion publique gambienne. C'est cela la CEDEAO d'aujourd'hui. Et dans ce contexte-là, on ne voit aucun changement. Il n'y a rien de nouveau. Il y a une volonté de consolider les positions et de continuer à préserver les intérêts du clan au détriment des intérêts du peuple. Sur la question du Bénin, vous avez vu que la CEDEAO, soi-disant, sous couverture d'une mission qui doit respecter des textes qui n'existent pas, a déployé des forces sur le terrain, mais avant à bombarder des forces béninoises pour préserver un membre de la conférence des chefs de l'État. Mais aujourd'hui, dans le communiqué, on interpelle cette même commission afin d'affiner des textes. Parce que justement, des textes n'existent pas. Il n'y a aucun texte qui autorise la CEDEAO à aller bombarder des forces loyalistes d'un autre pays, quel qu'en soit ce qu'ils sont en train de faire à partir du moment où ça relève d'abord d'une question de politique intérieure. Donc c'est cela, c'est cette incohérence dans la posture et surtout sa volonté à chaque fois d'abord de préserver les intérêts des chefs de l'État avant ceux des peuples que la CEDEAO a toujours été décriée, et c'est cela qui a amené la rupture qui a consacré le départ des trois pays de l'AES, et je pense que sur ce point on pourra en revenir encore dans un prochain jet. Alors, merci à vous, Habib Boubacar Touré, patient parfum d'homme. Alors, cette nouvelle posture met-elle un terme à l'ambiguïté pour une organisation qui joue bien plus que sa survie, ou du moins son autorité, mais elle joue plutôt sa survie. Habib est revenu sur certains détails bien précis par rapport à la gestion de la crise du côté de la Guinée-Bissau et la façon dont cette même CEDEAO-là s'est mobilisée pour le cas de Bénin. Avez-vous l'impression que voilà, l'ambiguïté demeure, bien que ces chefs d'État veuillent nous faire croire que voilà, on a changé d'approche et de stratégie vis-à-vis de ces changements de pouvoir anticonstitutionnels? Nous sommes dans ce que je peux appeler sur le plan
d'une certaine vision dans un clair-obscur incroyable. Clair-obscur? Incroyable de la part de cette organisation faîtière au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes face à une élite qui est d'une cécité hors norme. J'ai l'impression que ce sont les représentants de certains sectes mystico-religieux qui sont en train de se dire, si nous ne faisons pas attention, nous allons perdre la main sur l'ensemble des leviers que nous avons pour continuer notre petit business. Et c'est pour cela qu'ils essaient de s'agiter aujourd'hui. Je demande aux élites politiques d'Afrique, pas seulement d'Afrique de l'Ouest, de se mettre à la place des peuples. De temps en temps, quittez un peu vos bureaux, vos quartiers UP, votre chaîne de foi dont on ne doit pas du tout rompre même pour 2 secondes. Sortez un peu de ce confort, de ces zones de confort, rentrez un peu dans les masses populaires, habitez les quartiers populaires, vivez la réalité de ces gens, mangez avec eux, marchez avec eux, supportez aussi les coupures d'eau, d'électricité, la peur, n'est-ce pas, qui travaille le ventre de chacun sur des lendemains incertains. Peut-être à ce moment, vous allez commencer à comprendre ce qui se passe. Mais vous ne pouvez pas laisser les dirigeants africains manipuler la constitution à leur avantage. Et Embalo n'est pas exemple de cette affaire-là. Manipuler la constitution à leur avantage. Nier même le caractère démocratique de leur propre processus électoral. Oui, les processus électoraux. Et puis venir, après crier au scandale, attention, au secours, au secours, au secours, et les autres se disent, ah, il faut mettre une halte à cela, il ne faut pas que la tache d'huile qui a été produite au niveau de l'AES continue de prendre de l'ampleur, on va mettre sur pied une tax box pour aller sauver la démocratie et au Bénin et en Guinée-Bissau. Oui. J'ai vraiment peur Nous reviendrons sur que ce soit une élite qui ne comprend pas très bien les enjeux de ce monde. Et puis, il y a l'autre chose que nous observons. C'est quoi finalement le rôle de la CEDEAO? CEDEAO, c'est quoi? Elle veut construire quoi pour l'Afrique de l'Ouest? Parce que si on veut faire une comparaison, par exemple, avec le processus qui a abouti à la création des États-Unis d'Amérique avec les 13 États qui ont été les fondations. Je vous rappelle qu'il y a eu des guerres. Certains États ne voulaient pas rejoindre la Confédération et la guerre s'est produite avec les conséquences que nous connaissons. Est-ce que c'est ça qu'on veut nous amener à faire au niveau de l'Afrique, alors qu'on ne respecte plus même les éléments basiques constitutionnels de ce même cadrage sur le plan du droit et de la loi de ces propres pays? Ça pose un problème. Ça pose un gros problème. Donc moi, je regarde ces gens, je me dis, ils sont sortis de quelle séance, ils ont planché dans quelle, comme on dit là-bas, dans les loges là, pour venir s'asseoir et commencer à produire ces discours. Est-ce que c'est le petit confort qui est le leur? On l'a quand même vu en réaction, patient Parfendum, ces derniers jours, notamment sur le cas du Bénin. Ce n'est pas une CEDEAO qui est restée passive face à ce qui se passait. Oui, mais ce n'est pas une CEDEAO qui est restée passive face à ce qui passait. Je veux bien. Oui. Mais regardons... Elle a sorti les gros moyens. Sortons. Ceci dit, quand elle veut, elle peut passer en Parfendum. Mais peut-être parce que, vous savez, si il y a déjà l'AES, s'il y a un autre coup d'État au Bénin, il y a un coup d'État au niveau de la Guinée-Bissau, c'est un sonnet d'alarme qui est tiré. À qui le tour? Moi, j'ai écouté le président ghanéen qui a dit personne n'est à l'abri. Que même moi, si ce clair-obscur continue comme ça, si cette cécité de notre part, nous sommes devenus un faune au cri du peuple, se multiplie et continue de prendre de l'ampleur, même au Ghana peut avoir un coup d'état militaire contre moi. C'est le président Dramani Mahama lui-même qui le dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, les bases sur lesquelles la plupart des États membres de la CEDEAO continuent de mettre en avant pour justifier leur légalité et leur légitimité, ces bases-là sont fausses. Parce qu'elles ne sont respectées par personne. Elles sont souvent des espèces de grands manteaux uniquement pour permettre à couvrir de parapluies, pour couvrir leur gabégie et permettre à ce qu'ils continuent soit à se maintenir au pouvoir eux-mêmes, soit à désigner pour le peuple qui va être son successeur de demain. Or, ce n'est ni
dans l'intérêt des peuples, ni dans l'intérêt de ce qu'ils appellent leur propre démocratie, ni bien sûr dans l'intérêt d'une possibilité d'une construction d'une fédération des États au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Parce que le peuple ne se retrouve pas. Il faut remettre le peuple au centre du jeu. Oui. Il faut redonner la parole au peuple, mais surtout, il faut arrêter de croire que parce qu'on est arrivé à ce niveau de chef d'État, dont on a le droit de vie et de mort sur le reste de la population. Tous ces processus sont bâclés, c'est être gentil, sont complètement torpillés, pourris par les élites au pouvoir et qui, à chaque fois, font tout feu de bois, font tout de tout leur possible, oui, soit pour se maintenir au pouvoir, en tuant complètement l'esprit et même la lettre de ces propres constitutions-là, oui, soit en tentant de corrompre ou bien de procéder par une violence hors norme pour se maintenir au pouvoir ou bien maintenir les copains et les coquins au pouvoir. Ça ne peut plus durer très longtemps. Le peuple a bien compris que ça ne marchera pas comme ça. Oui. Il faut que cette CEDEAO-là fasse son exercice d'exorcisme collectif, une catharsis, et accepte de comprendre que les enjeux au niveau des pays africains aujourd'hui ne sont plus perçus seulement à l'aune de leurs propres intérêts et des intérêts de leurs patrons, oui, dont ils jouent les contre-maîtres sur le sol africain. C'est ça l'enjeu central de ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, à mon sens, ce qui est en train de se passer là risque à terme de déboucher sur une situation chaotique de guerre permanente et de guerre totalement générale, oui, de tout cet espace. Et je peux vous dire, ça ferait quand même le bonheur de des gens, malheureusement, eux qui ne sont pas sur le continent et qui aimeraient justement que ce chaos-là s'installe pour qu'ils continuent de nous dominer, mais surtout de piller nos richesses. Alors Habib, peut-être avant, nous allons afficher les codes d'accès. Juste après vous, Habib Boubacar Touré, nous irons au standard. Alors, avez-vous également l'impression, Habib, que le long communiqué final, bien que riche en résolutions opérationnelles, passe totalement sous silence les causes profondes même de cette faillite démocratique et de la recrudescence des coups d'État militaires dans la sous-région de façon générale. J'ai suivi Patient Parfendum, il est revenu sur certains aspects bien précis. Il parle de ces révisions constitutionnelles opportunistes, ce fameux tripartouillage de la constitution, des textes auxquels certains dirigeants se livrent pour s'éterniser au pouvoir. Habib Boubacar Touré, on a presque envie de poser cette question aux dirigeants qui étaient du côté d'Abuja. Qu'ont-ils dit ces dirigeants sur l'obstruction des processus électoraux? Patient Parfendum également en a parlé, ou encore sur l'étouffement systématique de l'opposition et l'ignorance des aspirations profondes même des peuples de la sous-région. On a l'impression qu'à chaque fois quand on parle d'un sommet de la CEDEAO, on ignore totalement les causes profondes, celles-là qui conduisent à ces changements de pouvoir, mais on s'attarde plutôt sur les conséquences de ces coups d'État militaires, Habib. Non, on s'attarde beaucoup plus sur les éléments qui permettent de consolider la position que nous occupons. Mais les vraies causes, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, elles sont complètement balayées d'un revers de la main. Vous avez vu dans le communiqué, ils ont félicité de façon très royale les processus électoraux qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire et en Guinée-Bissau, malgré les résultats qu'on a tous observés de ces deux processus électoraux. Exclusion, violation des textes, au finish, braquage des urnes, imposition d'un candidat unique et au finish, on continue avec les mêmes personnes. Et c'est dans ces conditions-là que la CEDEAO se permet aussi de mettre ce sommet sur l'onde d'une lutte contre le terrorisme et l'insécurité. Et vous avez observé que dans le cadre de cette lutte, on veut mobiliser 1500 hommes, à peu près 2000 hommes, pour servir de gendarmes afin de préserver les différents régimes dans la sous-région. Alors que la principale insécurité, c'est d'abord les jeunes filles qui vont à l'école dans le nord du Nigeria et qui, sur le chemin de l'école, se font enlever, qui se retrouvent dans des collèges ou dans des lycées, à l'internat, et qui se retrouvent esclavagisés à travers des enlèvements et des rapts
à grande échelle. C'est ça l'insécurité, la vraie insécurité que subissent les peuples. C'est dans le nord du Bénin où la France entretient des ordres terroristes pour pouvoir combattre l'AES à travers le parc W. C'est d'un côté du Burkina et de la frontière du Togo que se trouve l'insécurité qui finit par descendre jusqu'à la Côte d'Ivoire. C'est ça l'insécurité qu'il faut combattre. Et cette insécurité, on ne peut pas la combattre avec des régimes illégitimes, comme on est en train de l'observer, qui caporalisent et qui mettent sous coupe réglée toutes les couches socio-politiques de leur État. On observe encore depuis quelques jours une sorte de vendetta contre la classe politique, notamment l'opposition au Bénin, qu'on veut coûte que coûte accuser d'avoir pris part à ce qui s'est passé le 7 décembre dernier. Et donc, c'est ça les vraies causes profondes qui ont amené les États de l'Alliance du Sahel à un moment donné où certains de leurs fils ont compris que c'est nos existences même, l'existence de nos États même qui était en péril et qu'il fallait prendre des décisions courageuses en renversant les régimes qui étaient là, en mobilisant le peuple dans le sens de la préservation de la dignité et de la souveraineté de nos États. Et en réponse, on a observé sanctions, exclusions, réprimandes et agressions quelque part. Et j'ai été étonné quand même que la CEDEAO, malgré qu'ils aient mis cette question sécuritaire sur la table, ne puisse pas parler de l'avion espion du Nigeria qui a été pris la main dans le sac au Burkina Faso et qui, depuis plusieurs jours, est cloué sur le tarmac de l'aéroport de Bobo-Dioulasso. Ça a été quand même une surprise. On s'attendait à ce qu'au moins qu'ils soutiennent le Nigeria dans cela, si tant était que l'avion était en partance pour le Portugal, comme ils le disent. Donc, c'est toutes ces incongruités observées à travers la posture de la CEDEAO qui veut une chose et qui fait son contraire pour produire des conséquences qui vont dans le sens de continuer à rester à leur position et de maintenir cette position de prédation des ressources financières, économiques des États au profit d'un clan. C'est cela qui est décrié et on ne voit pas une lueur de sortie à travers le communiqué et ce sommet qui a été observé. Et c'est deux fois de plus une désolation des peuples qui, à chaque fois qu'on les appelle à un espoir, voient cet espoir-là complètement érodé et vendu à l'aune des intérêts des chefs d'État. Et c'est cela qu'on dit qui fait qu'on pense qu'on est contre la CEDEAO. Aujourd'hui, la volonté, même le vœu le plus cher de tous les peuples ouest-africains, même au-delà, c'est d'avoir une zone complètement consolidée, qui a une vision commune et qui va vers l'exploitation de toutes les ressources énergétiques, financières, économiques dont nous disposons afin de réaliser la prospérité et d'en faire une région les plus prospères du continent qui peut servir de moteur économique ou d'émulation pour les autres espaces du continent africain. Mais malheureusement, on est en face d'un clan de quelques individus qui prennent en otage l'avenir du plus grand nombre et le mettent dans les mains de leurs maîtres et sponsors et commanditaires, comme on dit, pour lesquels ils sont en train de faire tout ce qu'ils font et avoir la posture qu'ils ont. Et c'est cela qui a commandé l'absence de Tinubu, malgré que le sommet se passe chez lui, l'absence de Alassane Ouattara et l'absence de Patrice Talon, qui aujourd'hui devait être le premier à se rendre à ce sommet. Mais l'urgence, la situation en interne, la situation en interne à Habib ne favorise forcément pas un déplacement du président Patrice Talon, Habib. Si on est d'accord qu'il a préservé et consolidé son régime et que la CEDEAO a apporté un soutien stratégique qui a permis aujourd'hui de renverser le rapport de force et qui a vu les soi-disant mutins en fuite ou à l'arrêt, je pense que la sagesse ou du moins la bonne posture africaine voudra qu'il soit le premier à ce sommet pour remercier cette institution. Mais parce qu'on sait quelque part que ce n'est pas cette institution qui lui a permis de reprendre la main, mais que c'est d'autres forces obscures qui ont utilisé le bras de la CEDEAO pour préserver le régime de Patrice Talon. Il lui permet aujourd'hui de courir derrière les opposants, qui soient de la diaspora ou de l'intérieur, et de procéder à une chasse aux sorcières, d'éliminer
tout ce qui restait à éliminer parce que, en réalité, on observe aujourd'hui un processus électoral vers lequel on va, où le principal parti de l'opposition n'aura pas de candidat parce qu'il est exclu à travers des manigances orchestrées afin de faire en sorte de créer un boulevard pour le candidat du pouvoir et de remporter ces élections qui vont être beaucoup plus une nomination qu'une élection. C'est ça la réalité qui est décrite aujourd'hui par les peuples, au-delà même de l'Afrique de l'Ouest, mais par le reste du monde, à travers cette volonté d'incarner une certaine démocratie qui n'a que de nom comme démocratie, et c'est par là que je sors. Merci Habib. Qu'ont dit précisément les dirigeants au titre de la lutte contre le terrorisme et d'autres menaces sécuritaires, c'est le point auquel nous allons nous intéresser. Pour l'instant, les téléspectateurs souhaitent également interagir avec vous, messieurs, avec nous, pardon. Ils souhaitent donner leur point de vue. Le premier au standard, c'est Marc, qui réagit depuis la France. Bonsoir à vous. Bonsoir, M. Nguéné. Je voudrais dire bonsoir à M. Patiendom et à mon frère qui est en train de donner son point de vue tout de suite. Je voudrais dire que la CEDEAO aujourd'hui est devenue, je veux dire quoi, un groupe de sorciers. Voilà. Ce conclave qui a eu lieu, qu'on appelle à Abuja, c'est un conclave de sorciers. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? En tout cas, je ne suis pas trop dur pour dire que c'est un conclave de sorciers. Parce que M. Tinubu ne comprend pas qu'il est au pouvoir et il a été élu par les Nigérians. Et c'est les Nigérians qui lui ont donné quitus à pouvoir gouverner le Nigeria. Et aujourd'hui, il prend l'armée nigériane pour aller faire des invasions dans les autres pays. Est-ce que ces invasions-là qu'il est en train de faire là, est-ce que c'est réellement au goût des Nigérians qui l'ont voté? Est-ce que quand dans son plan, je veux dire quoi, qu'il a présenté devant le peuple nigérien, il avait dit qu'il allait aller faire des invasions dans les autres pays, comme il le fait aujourd'hui au Bénin? Non. Mais pourquoi M. Tinubu aujourd'hui veut imposer une certaine démocratie aux autres pays? En Côte d'Ivoire, par exemple, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple. Est-ce que l'élection qui a eu lieu en Côte d'Ivoire est une élection juste et transparente? Est-ce que M. Ouattara aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, pourquoi il n'a pas pris son armée pour aller envahir la Côte d'Ivoire et imposer une certaine démocratie à M. Ouattara? Pourquoi? Mais voilà toutes ces choses qui se font, qu'on appelle sous le couvert de la CEDEAO. Or, à la base, la CEDEAO n'a pas été créée pour ça. Comme M. Tinubu aujourd'hui s'occupe de son Nigeria natal, où aujourd'hui il y a des gens qui sont enlevés chaque jour, ou même décimer des écoles, des élèves et même des populations qui sont décimées chaque jour. Mais il n'est pas, il a une armée forte, mais qu'il aille aujourd'hui s'attaquer à ces djihadistes-là, ou ces terroristes-là. Mais il s'élève pour aller envahir d'autres pays, jusqu'à envoyer son avion, jusqu'à qu'on appelle au Burkina. Est-ce que c'est ça qu'on a appelé à faire? La CEDEAO doit être dissoute, ou bien il faut que cette CEDEAO soit, il faut qu'il ait une refonte. La CEDEAO complètement, revenir à son origine afin de pouvoir, en tout cas, prendre tous les peuples africains, surtout de l'Afrique de l'Ouest, en charge. Aujourd'hui, il est en train d'engranger qu'on appelle le Ghana, la Sierra Leone et tout ça, en tout cas dans sa lutte. 30 secondes. Tout ça, je ne suis pas d'accord. Parlant un peu de ce qui se passe en Ukraine, je termine par là, pour dire que M. Poutine aujourd'hui c'est un homme modéré. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on est dans ce truc-là. Si M. Poutine n'était pas modéré, depuis la guerre a été finie. Donc je m'arrête là. Merci beaucoup. Marc. Et bonne soirée. Merci pour votre contribution. Shams, vous êtes également avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vos invités.
Bonsoir au doyen, M. Nguéné. Bonsoir à Habibou Labusandino. M. Nguéné, je vous remercie et je remercie aussi votre équipe technique. Vous voyez, je pense que les gens se basent beaucoup sur la France. Pardonnez-moi, M. Nguéné, je suis un peu allumé. Mais il n'y a pas seulement que la France. Il y a vraiment les Anglais qui sont là en train de faire leur sale boulot aussi, si je peux le dire comme ça. Toujours, on les néglige, mais c'est quelqu'un de vraiment très difficile quand il s'agit des relations internationales. Ici en Angleterre, vous savez bien que quand Zelensky voulait négocier la première fois, c'était Boris Johnson qui lui avait dit non, do not négocier, on va rester avec toi. Et lui, on l'a écarté. Et maintenant, Sir Keir Starmer est venu maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue dans le même boulot, quand bien même que lui, c'est pas un conservateur, il fait partie des travailleurs. Excusez-moi. Donc, vous voyez, les gens se basent beaucoup sur la France. La France ne fait que suivre l'Angleterre et l'Angleterre ne fait que suivre vraiment la politique des deep state. Et si je peux le dire comme ça, parce que vous voyez, même récemment, la semaine passée, Zelensky, ils se sont tous retrouvés ici en Angleterre, à Number 10 Downing Street, pour parler. Et je pense qu'il y avait bien sûr l'Allemand, il y avait Macron et il y avait Keir Starmer. Mais pourquoi essayer de divertir toutes ces négociations? Et tout ce que j'espère que la population anglaise va se soulever ici aussi, de la manière dont la population française s'est soulevée. Et déjà, les gens commencent à en avoir assez. Parce que, vous voyez, je suis dans le secteur humanitaire, M. Nguéné. Les gens qui ont été reçus ici en Angleterre pendant la crise en Ukraine, les Anglais ont ouvert leurs portes. Et déjà, la communauté commence à avoir des problèmes avec ces gens-là. Ils commencent à avoir des problèmes avec ces gens-là, M. Nguéné. Et la plupart des gens qui sont venus, qui sont invités à venir chercher refuge en Angleterre, soit les mairies commencent déjà à ne plus les supporter, ou de l'autre côté, eux, leur host commence à avoir des problèmes déjà. Donc, c'est le problème de l'Europe, comme l'avait dit votre invité. Ce n'est pas seulement à la France, toute l'Europe est en train de se soulever. Et pour terminer rapidement avec la CEDEAO, je pense qu'ils ont oublié quelque chose, M. Nguéné. Ils ont parlé de tout. Mais pourquoi ils ne vont pas parler de quelque chose de très important? Si un de ces politiciens essaye de faire des coups constitutionnels, mais pourquoi on ne devrait pas les sanctionner? Ils parlent toujours des sanctions de toutes choses, mais pourquoi on n'en parle jamais de ces politiciens qui font les coups constitutionnels? De quoi est-ce qu'il en s'agit? Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais il faut aussi qu'ils mettent ça, s'ils sont au sérieux. Voilà, comme Abib disait ça. Moi, je ne les prends pas au sérieux. Ils font du bruit pour ne rien dire. Merci. Ils disent des choses pour essayer de faire sorte. Merci beaucoup, M. Nguéné. Je m'arrête ici. Je ne vais pas trop abuser. Bonne soirée, c'est Champs de l'Angleterre. C'est nous qui vous disons merci, M. Champs, pour votre contribution ce soir. M. Zerfel également avec nous au Standard. Bonsoir à vous. Ok, bonsoir, M. Nguéné. Bonsoir, le doyen Parfum d'Homme. Je salue mon frère qui est de l'autre côté de la caméra. Et je salue tous les techniciens et puis sans oublier la diva et les autres journalistes de For You. Voyez-vous, c'est que moi, quand j'entends ce nom nigérian, vraiment, j'ai trop de pincements au cœur. Parce que quand les gars se lèvent pour mettre un individu comme ça à la tête d'un pays, pour dire qu'ils sont les premiers défendeurs des choses de la démocratie, or que dans leur pays, il n'y a même pas de démocratie, c'est ridicule, quoi. Parce que quand moi je vois un monsieur qui est toujours, comme on se dit en Côte d'Ivoire, il est peinté dans les réunions, il dort, et quand il se lève, c'est pour prendre son avion pour retourner au Nigeria. Il ne sait même pas pourquoi il est parti à la réunion, parce qu'il est tellement saoulé qu'il ne comprend rien de ce qui se passe autour de lui. Et c'est lui qui veut intervenir dans le pays. Mais attendez, ce qui se passe au Togo, pour commencer d'abord par le Togo, et puis je terminerai par mon pays, et ce qui se passe au Togo à côté de lui, là, parce qu'entre lui et puis le Togo, il y a un pays qu'on appelle le Bénin. Il se fait qu'il saute et puis il arrive au Togo.
pour mettre, comment dire, les Togolais à l'abri, pourquoi ils n'envoient pas ces militaires là-bas? Parce que ce sont des gens, avant de parler, ils vont trouver leur petit-fils, c'est lui, c'est ce dernier-là qui va leur donner des conseils pour aller faire de n'importe quoi chez leurs voisins. C'est mauvais. Parce qu'il met ces citoyens en danger dans certains pays. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Parce que tu ne veux pas me mettre en danger, venir massacrer mes enfants, et puis toi, tes citoyens vont vivre chez moi tranquillement. Non, ça ne marche pas. Parce que chez moi, c'est dent pour dent, œil pour œil, quoi. Parce que ce qu'il a fait au Bénin, là, moi, je pense que les Béninois, là, ils ne doivent même pas laisser les Nigériens, là, tourner dans leur pays comme ils le veulent. Là. Parce que je ne vois pas pourquoi, même si c'est politique, mais le politicien, là, et c'est lui qui vous dirige. Donc, vous devez agir quand il fait de mauvaises choses. Mais si vous n'avez pas parlé, c'est que vous consommez là, ce qu'il a dit. Vous approuvez ça. Donc, moi, tu es chez moi et puis tu fais ça là. Bon, il a fait ça en Côte d'Ivoire. Nous, on attend le match de retour. Sinon, comme on les appelle en Côte d'Ivoire, là, ils connaissent. Dans les années 60, je ne suis pas encore là, mais dans les années 60, on nous a dit ce qui s'est passé. Voilà. Parce que, comment dire, ces gens-là, quand ils vont quelque part, ils disent qu'ils ont une armée, comment dirais-je, qui peut défendre l'Afrique. Mais chez eux, là-bas, là, moi, je ne vois pas. Parce que quand on dit en Amérique, là, chez l'Amérique, ils veulent mettre la main sur tout le monde, là. Mais quand il y a un petit problème aux États-Unis, là, mais l'armée sort. Il va mater ceux qui font le dégât dans leur pays. Mais chez eux, ce n'est pas ça. Mais c'est hors de leur pays, eux, ils font des dégâts. Mais c'est quand même grave. Donc, moi, le Nigeria, aujourd'hui, je sais comment ce qu'ils sont en train de faire là. Parce que, tu as parlé de bon, je vais terminer. Tu as parlé de la CEDEAO. CEDEAO, tu as posé des questions pertinentes à mon frère de l'autre côté. Mais il te répond, CEDEAO là, tu penses que c'est un truc qui est crédible? Quand même si vous n'êtes pas dans la CEDEAO, nous qui sommes dedans là, on connaît ce qu'on ressent dedans. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas là pour aider, pour aider la population, pour aider les pays qui sont en difficulté. Eux sont là parce que c'est une composition, c'est-à-dire c'est un groupe d'amis qui sont quand même, qui sont là pour défendre les intérêts des Occidentaux. Et puis encore, il y a une jalousie quand l'autre veut développer son pays, quand il voit qu'ils ont dormi et les autres ils veulent aller de l'avant, il les tire en bas. C'est tout. Sinon, tout ce qui se passe aujourd'hui là, si c'était un truc qui est crédible là, il devait mettre fin à toutes ces guerres là aujourd'hui. Il n'y aura plus de coup d'État des militaires parce qu'ils prennent position avant qu'ils viennent intervenir dans le pays. Merci Zerfel, merci pour votre contribution ce soir. Monsieur Maïga Boubacar, vous êtes au Burkina Faso, j'imagine bien. Bonsoir et bienvenue. Allô? Oui, bonsoir à vous, monsieur Maïga Boubacar. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à toute l'équipe de Forum Média, bonsoir aux panélistes, je salue vraiment tout le monde. Bon, ce soir, mon intervention porte sur la CEDEAO. Parce qu'il faut comprendre que la CEDEAO développe un syndrome qu'on appelle le délire pré-mortem. C'est une sorte de délire pré-mortem. Pourquoi je dis que c'est une sorte de délire pré-mortem? Comment voulez-vous que des élites d'Afrique se réunissent là-bas, au Nigeria là-bas, et pour tout, n'arrivent même pas à établir la relation entre effet et cause. Si le fait, c'est le coup d'État, la cause c'est quoi? C'est la crise de la démocratie, c'est les trucs là, c'est la crise de la démocratie, c'est le terrorisme et c'est les intérêts de la France. Voici les trois causes des coups d'État en Afrique. Donc cette relation n'est pas établie. Au lieu de s'attaquer réellement aux causes, ils sont en train de faire des effets, des palliatifs. C'est des palliatifs que de dire on va mettre une force en attente. C'est des palliatifs de dire qu'on va intervenir ici, nous sanctionnons ça, nous faisons ça. Non, non, non. Donc, ils n'ont pas trouvé la solution. Et ils ne peuvent pas trouver la solution parce que la structure même est en train de mourir.
Là, la structure est vomie de partout. Je pense qu'Ambalo, avant de partir, les avait chassés. Voilà, et ils vont continuer à être chassés comme ça aussi. Et les forces d'attente seront massacrées. Donc, moi, je me dis seulement, c'est la montée en puissance de l'AES qui s'annonce et qui se confirme. Voilà. Merci à vous. Revenant sur la question de la crise en France, où les gens... C'est malheureux que c'est maintenant que la France se réveille. Oui, je croyais que c'était un peuple qui est en avance sur l'Afrique parce que c'est eux qui ont prétendu nous coloniser, amener la civilisation. Tout ça, c'était leur mensonge. Mais je me rends compte que les Africains ont compris plus qu'eux-mêmes. C'est maintenant que la France se réveille. Au moment où Macron est assis sur une tige fragile, il veut tomber à terre et il a vendu toute la France. Et il a dilapidé tous les biens de la France. Des biens militaires aux biens financiers, tout il a envoyé en Ukraine. C'est comme si quelqu'un qui va à la chasse et qui vend l'ours sans l'avoir chassé. Il n'a même pas eu l'ours et qui a vendu sa peau. Et donc, il croyait qu'ils gagneront l'Ukraine, ils gagneront les ressources de l'Ukraine et il va combler ce qu'il a vidé en France ou en Europe de façon générale. Merci. Donc, vraiment, c'est triste de constater tous ces trucs. Vraiment, mais je m'en réjouis parce que ça veut dire que nous autres Africains, nous comprenons mieux et plus vite. Merci à l'équipe de Forum Média. Merci aux panélistes. Merci à vous, M. Maïga Boubacar. Nous allons rester au standard, prendre un autre appelant. Allô, bonsoir. Oui. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Nguéné. Je salue premièrement le grand frère Parfum d'Homme. J'appelle depuis Paris. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Nous vous entendons parfaitement. Allez-y. Ah, d'accord. Je m'appelle Cristiano, j'appelle depuis Paris. Je suis très ravi de ce que vous faites sur ce qui concerne l'Afrique. Sur ce sujet, je voulais juste ajouter quelque chose. Moi, j'ai comme l'impression que ces présidents africains qui jouent ce rôle des Occidentaux ne voient pas les enjeux d'aujourd'hui. La jeunesse africaine n'est plus celle des années 60. Donc, du coup, ils doivent tenir compte de ça. Tout ce qui se passe, un ventre affamé n'a point d'oreille. Pourquoi ils ne voient pas cette souffrance de la population? Nous sommes ici en France. On voit. Non. Franchement, c'est difficile. Nos pays africains peuvent mieux vivre. Les Africains peuvent mieux vivre chez soi qu'ici. L'Europe est développée grâce à la richesse africaine. Pourquoi ils peuvent même pas copier ce qu'ils voient ici en Europe quand ils viennent ici pendant les vacances ou bien pendant les conférences, je ne sais pas comment dire ça. C'est vraiment regrettable, M. Nguéné. Je suis tellement en colère, c'est regrettable. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci à vous. Très bonne soirée également à vous. Nous allons prendre malheureusement un dernier appelant au standard compte tenu des contraintes de temps. Un dernier appelant à qui nous allons donner 2 minutes de temps de parole. Allô, bonsoir. Alors bonsoir M. Nguéné, je salue, c'est Eric, j'appelle depuis la diaspora, je salue M. Pafendom, je salue le frère qui est au Zoom. Et M. Nguéné, vous parlez de la CEDEAO, franchement, je vois que la CEDEAO essaie de copier un peu ce que l'Union européenne fait, parce qu'ils font que donner des sanctions. Et l'objectif de la CEDEAO, c'était une communauté économique. Et je ne sais pas comment se fait-il qu'actuellement, c'est une communauté qui attaque
les pays voisins. Et c'est vraiment étonnant. Et lorsqu'on parle de coups d'État ou on parle de la révolution, mais lorsque nos dirigeants, et moi, c'est surtout le continent, M. Nguéné, lorsque les dirigeants modifient les tests, trompent leur population, même si les dirigeants sont élus démocratiquement, les élections sont truquées. Mais comment vous voulez que les militaires ne viennent pas au pouvoir? Parce que les militaires font partie de la population. Lorsque les tests sont modifiés, la CEDEAO ne dit absolument rien. Donc, il serait temps qu'on arrive à dissoudre la CEDEAO. Et ce que moi je veux dire aussi, moi la politique africaine, moi parfois c'est étonnant parce que j'écoute le mot, parce que je sais que M. Pafendon, je sais que c'est un homme politique. J'aimerais savoir pourquoi sur le continent, nous on parle chaque fois des opposants. Mais ici en Europe, il n'y a pas d'opposants. On ne parle pas d'opposants parce que c'est quelque chose qui divise en Europe ici, lorsqu'il s'agit du pays, que ce soit, les partis vont ensemble, mais chez nous on parle d'opposants chaque fois, ce qui fait que on est fragilisé. Donc moi j'aimerais qu'on cherche un autre thème. On sait de parler d'opposants chaque fois. Donc, c'est ce que j'ai à dire, que les coups d'État seront là tant que nos dirigeants ne respectent pas les tests. Et moi, je crois que la démocratie, il faudrait qu'on arrive à chercher notre structure pour pouvoir gouverner en Afrique, parce qu'on ne peut pas copier les tests européens et les adapter à notre réalité. Ça ne va pas marcher. Donc, je vous salue et je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites pour le continent noir. Merci beaucoup. Ouais, c'est donc nous disons merci Eric. Alors nous allons avancer rapidement sur le plateau avec nos deux invités. Nous ferons un dernier tour de table, mais bien avant, je voulais revenir bien évidemment sur le communiqué de la CEDEAO, ce communiqué final précisément sur les points 42, 43, 44 et pourquoi pas 45 au titre de la lutte contre le terrorisme et d'autres menaces sécuritaires. La conférence réaffirme son engagement en faveur de l'éradication du terrorisme dans l'espace CEDEAO et salue les efforts que ne cessent de déployer les États membres pour lutter contre ce fléau. Elle condamne fermement la recrudescence des actes de banditisme, des enlèvements et des rapts d'écoliers, en particulier dans le nord du Nigeria. La conférence exprime sa solidarité avec le peuple de la République fédérale du Nigeria et félicite le président Bola Ahmed Tinubu pour les mesures rapides prises en vue de la libération sans délai des victimes ainsi que pour les actions entreprises en vue de lutter contre cette menace. Point 43, la conférence appelle la communauté internationale à travers l'Union africaine et le Conseil de sécurité des Nations unies à répondre de manière urgente et cohérente, voire coordonnée aux besoins des pays de la région touchés notamment par le terrorisme. Point 44, la conférence exhorte les États membres à œuvrer avec la commission de la CEDEAO à maintenir le dialogue avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger en vue d'une collaboration efficace et renforcée pour faire face à la détérioration de la situation sécuritaire dans la région. Dans le cadre des efforts déployés par la communauté pour lutter contre le terrorisme, la conférence instruit le président de la commission de mettre d'urgence à la disposition de chacun des États membres concernés, à savoir le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Togo, un montant de 200 850 000 $ américains provenant du Fonds régional de sécurité sous réserve de l'examen du plan d'action. 45, la conférence instruit également la commission de prendre des mesures urgentes pour rendre opérationnelle la brigade régionale de lutte contre le terrorisme conformément au mécanisme de financement proposé par les ministres des Finances et ceux de la Défense. Elle appelle à la convocation urgente des réunions du comité des chefs de services de renseignement, y compris de ceux des États voisins, ainsi que du comité des chefs d'état-major de la Défense pour accélérer la mise en place effective de cette brigade. Alors Habib, l'une des nouveautés, c'est la mise sur pied justement de cette brigade antiterroriste. Nous avons écouté le président en exercice de la CEDEAO, le Sierra-Léonais Julius Maada Bio. Dans son mot d'ouverture, il parlait d'une brigade constituée un peu plus de 1650 hommes pour faire face aux menaces sécuritaires au niveau de la sous-région. Ça, c'est une nouveauté. Avez-vous l'impression que voilà, l'organisation s'implique davantage dans la lutte contre l'insécurité, à côté justement de sa fameuse force en attente? Cette brigade antiterroriste aura-t-elle les résultats escomptés sur le terrain? Habib Boubacar Touré, en 2 minutes pour sortir de l'émission.
Je pense que vous avez la réponse à votre question. Soyons réalistes, ce n'est pas 1200 ou même 2000 hommes de la CEDEAO qui va servir à faire face à cette tension sécuritaire auquel nous faisons face. L'histoire a démontré que à chaque fois que nous acceptions d'être complaisants avec le terrorisme, on finit par en être victime. Les pays de la CEDEAO aujourd'hui contribuent à ce que ces hordes terroristes et ces lâches puissent continuer à agresser les États de l'Alliance du Sahel afin de faire échec à la volonté de mettre en place un nouveau modèle africain qui marche à travers la Confédération. Aussi longtemps que le Nigeria ne se mettrait pas dans les dispositions de collaborer avec le Niger pour faire en sorte que les Lakurawa, que ce soit les Boko Haram, arrêtent d'intenter au pipeline export du Niger avec la complicité des services de renseignement français, le Nigeria ne peut pas être sérieux. La CEDEAO ne peut pas être sérieuse dans une quelconque lutte contre le djihadisme ou je ne sais quoi. De l'autre côté, le Bénin abrite à la frontière du Niger, dans son septentrion, une présence française accrue, qui fait que à travers cette frontière géographique naturelle, qui est le parc W, il y a un terreau utile à l'agression continue du Niger et qui pousse le Niger à mettre toutes ses forces vers là-bas pour faire face à cette agression. On ne peut pas parler de lutte contre le terrorisme dans ces conditions. De l'autre côté, la Côte d'Ivoire qui ferme les yeux et qui permet aux forces qui agressent le Burkina ou le Mali d'être à l'aise sur son territoire et de s'appuyer pour aller agresser le Burkina et le Mali. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être ridicule et être sérieux. Vous avez vu que la Confédération, même dans le cadre de cette Confédération où nous avons déjà une armée unifiée à travers les trois armées, on a dû mettre en place une force conjointe de plus de 5000 hommes qui a en charge des opérations assez spéciales. Donc ce n'est pas 1500 ou 1200 hommes d'une CEDEAO qui a regardé depuis plusieurs années cette situation pourrir et qui a même été complice à travers les agissements de certains États membres pour permettre à ce que cette pagaille s'installe dans le Sahel, que aujourd'hui le président Assimi Goïta, Abdraman Tiani, le capitaine Ibrahim Traoré sont en train de se battre avec le soutien de leur peuple pour pouvoir éradiquer cette insécurité. Donc je pense que c'est beaucoup plus un discours, c'est beaucoup plus une posture de démagogie qu'autre chose. Cette volonté-là, c'est un paravent en quelque sorte pour essayer d'endormir et peut-être même de capter des ressources de leurs partenaires qui, on ne sait pas, vont venir. On a vu des accords signés avec la France et le Nigeria et ainsi de suite. Je pense que pour sortir, enfin, je crois que personne ne peut croire à une volonté réelle de lutte contre le terrorisme dans ces conditions. On ne peut pas lutter contre le terrorisme sans une relation étroite avec l'AES. Et aujourd'hui, ils ne sont pas prêts parce qu'ils sont au service de notre agenda. Merci pour votre invitation. Alors, Habib, peut-être un dernier mot sur la main tendue faite par la CEDEAO aux États membres de la Confédération de l'AES, Mali, Niger, Burkina Faso. Alors, faut-il s'attendre à une coopération, à une collaboration renforcée et apaisée au regard quand même de toutes ces passerelles de dialogue que la CEDEAO maintient ouvertes? Je vous réponds en une phrase. Les États de l'Alliance du Sahel sont disposés à collaborer, à travailler avec tous ceux qui sont disposés à préserver leurs intérêts et à ne pas servir les intérêts de ceux qui veulent combattre la Confédération. Donc, le message, il est clair. Nous sommes prêts, disposés. Nous travaillons même à pacifier cet espace. Et donc, tous ceux qui sont vraiment de façon très honnête et engagés sont les bienvenus dans cette lutte qui est une lutte commune. Merci à vous, Habib Boubacar Touré, tout comme à vous, patient parfum d'homme, d'avoir été avec nous ce soir, doyen. Merci à nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs, tous ceux qui nous suivent d'ailleurs au quotidien. On se donne rendez-vous demain mardi pour un autre numéro de votre quotidien de point sur l'actualité. Mais vous le savez, vos programmes se poursuivent sur votre média panafricain. Dans quelques instants, la grande édition d'information. Et demain matin, Siken Doubert reviendra aux côtés de ses invités dans le cadre de votre matinale informative. For You Bata. Portez-vous bien.